Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors vous le savez, pour entreprendre, il n'y a pas une seule mais plusieurs recettes. Aujourd'hui, on va parler du rachat d'entreprise. C'est aussi une belle option. Bonjour Frédéric. Bonjour Thomas. Merci de nous rendre visite. Vous avez racheté la marque Carrel, un maroquinier chausseur. En quelques mots, Carrel, racontez-nous le pitch et son histoire. Carrel, c'est 1952, donc ça fait quand même un petit moment. Au pied de la Sorbonne, boulevard Saint-Michel, la première boutique. Donc une entreprise patrimoniale, on va dire, parce que dans le cœur des Françaises et des Parisiennes, c'est une marque qui a accompagné un peu toute leur jeunesse, notamment avec des petites ballerines à nœuds qui ont été très célèbres pendant longtemps. Aujourd'hui, on a beaucoup renouvelé le catalogue, on a beaucoup renouvelé les collections, et de façon à vraiment redonner vie à cette marque et à la rendre au goût du jour. Alors on va voir en effet cette aventure qui est la vôtre, comment est-ce que vous avez décidé de racheter cette entreprise familiale et puis de relever tous les défis qui s'offrent à vous, le digital, l'international, l'environnemental, on pourrait rajouter. Mais auparavant on s'intéresse un peu à l'actualité. Alors l'actualité pour une entreprise comme la vôtre qui a des boutiques, ça a été la crise sanitaire, ça a été dur à traverser, j'imagine. On a été frappés, évidemment, comme tout le monde, par cette crise sanitaire. Et à double titre, parce que nous, on a beaucoup de boutiques, donc un contact direct avec le public. Et ça nous a obligés à vraiment transformer petit à petit ce modèle en un an. On a accéléré le développement digital de la société. Et international. D'un mal peut sortir un bien, c'est-à-dire que finalement le digital qui était peut-être un horizon lointain, vous êtes dit là c'est notre radeau de survie, il faut absolument qu'on investisse et qu'on se développe, et ça a été un succès ? Ça a été un gros succès parce qu'aujourd'hui presque une vente sur deux se fait en ligne. Donc c'était vraiment, si vous m'aviez posé cette question il y a 18 mois, je vous aurais dit ça me paraît rapide, et on y est. Et comment vous avez fait alors pour embrasser ce digital ? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident dans cette période en plus de confinement. Des équipes, le talent des équipes, honnêtement. On a recruté de bonnes personnes au bon moment. On a fait de bons choix aussi en internalisant tout notre entrepôt et notre logistique, ce qui nous a assuré l'autonomie. Et pendant le premier confinement, ça a été très précieux. Ensuite, on a des collections qui sont faciles à vendre en ligne. Il y en a quelques-unes sur la table. Oui, on va en reparler. Mais ça tient beaucoup à ça aussi. C'est-à-dire que tous les produits ne sont pas équivalents en ligne. Et je pense que nous, on a à la fois rafraîchi et simplifié le catalogue de façon à vraiment avoir quelque chose qui est à la fois coup de cœur. Donc, parce qu'on a vraiment une clientèle de plus en plus jeune. 40% de notre clientèle sur Internet est à moins de 30 ans. Ça, c'est les jeunes chinoises peut-être Alors non, parce que c'est un autre système que Google en Chine. Donc, les Chinois, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que l'international a été aussi une croissance fulgurante pour nous. Mais on va en reparler après. Mais restons sur cette crise sanitaire. Vous êtes retrouvés dans la catégorie des commerces non essentiels. Ouais. Donc, ça veut dire fermés. Oui. Comment est-ce qu'on traverse cette période psychologiquement, pour les équipes, pour le business ? Enfin, ça doit être lourd. Oui, c'est compliqué parce que d'abord, c'est jamais très amusant de se faire taxer de non essentiel. Surtout qu'il y avait des commerces comme les coiffeurs, j'ai rien contre les coiffeurs, etc., mais qui avaient l'air d'être plus essentiels que nous. Oui, mais on aurait pu imaginer la même chose pour vous, des jauges, un nombre limité de clients dans les boutiques, non ? C'est bizarre que ce soit pas... C'était vraiment très compliqué. Donc, c'est vrai. Donc, on s'est plié au jeu, mais en râlant un peu parce qu'on est des Gaulois, mais aussi en se disant que... Non, mais avec des vraies difficultés, il faut payer son loyer. Absolument, ça c'était un point très important pour nous, c'est que ces boutiques on les avait, donc on ne pouvait pas les exploiter, et par contre elles appartiennent pas forcément à des grandes sociétés des foncières. Et du coup on peut avoir aussi derrière des bailleurs qui sont modestes et qui peuvent, par exemple j'ai une boutique, on a des boutiques à Neuilly, on a des boutiques dans le 16e, etc., qui sont pas forcément des gros bailleurs foncières. Qui en ont besoin pour vivre. Qui en ont besoin aussi pour vivre. Donc on négocie.
Et on essaye de faire un win-win entre moitié perdant-perdant. Ouais. Mais c'est un vrai coup pour nous. Mais vous avez réussi à l'encaisser, à passer cette vague difficile, donc avec le chômage partiel, le PGE, j'imagine, des choses comme ça. Alors, on a été très aidés. Honnêtement, on a eu un partenariat assez incroyable avec nos banques, en particulier la BNP, mais la BRED, etc. Tout le monde vraiment s'y est mis. On a eu un PGE, ce qui nous a beaucoup aidés. Et c'est vrai que les mesures gouvernementales pour les PME comme nous ont été précieuses. Et ensuite, on a bénéficié du chômage partiel pour les équipes de vente qui étaient complètement à l'arrêt. Donc là, on ne pouvait pas. Et là, on parle de tenir. la distribution, mais il y a aussi la production, dont une partie est en Italie. Là aussi, vous avez été touché dans les usines qui fabriquent. L'Italie a été très impactée. Le premier confinement en Italie a été très ravageur. Et notamment l'Italie du Nord, autour de Milan, a été aussi vraiment dégustée pendant cette première vague Covid. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a pratiquement eu un manque d'approvisionnement qui a été assez crucial. Et donc, on s'est organisé avec les deuxième et troisième vagues, mais ça a été un moment aussi très compliqué. Bon, on espère que tout ça est derrière nous. Maintenant, on va parler de l'avenir et on va s'intéresser au marché de la reprise d'entreprise. Alors Frédéric, je le disais, reprendre une entreprise, c'est aussi une bonne façon de devenir entrepreneur. On n'est pas obligé de partir d'une feuille blanche. Est-ce que c'est quelque chose d'évident, de facile? C'est quoi le déclic? Comment est-ce que d'un coup on se dit, tiens, je vais racheter une entreprise? C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'il peut y avoir plusieurs facteurs. Il peut y avoir le secteur, le produit, il peut y avoir le fait de se dire, tiens, je vais être mon propre maître. Surtout que moi, j'avais connu des grandes sociétés. Vous étiez chez Annick Goutal. Auparavant, vous avez fait une partie de votre carrière dans cette maison. Oui, j'étais presque 10 ans chez Annick Goutal en tant que DG, mais Annick Goutal était une PME déjà. Donc c'était déjà une grosse structure. Une moyenne structure. Moyenne structure, ça appartenait au groupe Tétinger, Champagne, Baccarat, etc. Donc c'est vrai qu'on appartenait à une mouvance de sociétés avec lesquelles on partageait pas mal de points stratégiques. Mais auparavant, j'étais chez L'Oréal, très grande société, pendant 12 ans. Donc c'est vrai que là, quand vous passez à vos propres... vous êtes tout seul aux manettes, c'est vrai que c'est quand même un choc. Mais alors, qu'est-ce qui l'a provoqué, ce choc? Alors, moi, j'habite... je suis née à Grenoble. Alors, ça va vous paraître un peu rigolo, mais une partie de ma famille est marseillaise. Et c'est deux points qui ont été importants. Pourquoi? Parce que les Carrel sont grenoblois. Et quand je les ai rencontrés, un peu par hasard, c'est vrai qu'on a commencé à discuter de façon informelle. Mais c'est vrai aussi qu'il y a toujours un côté entre un acheteur et un vendeur. Il peut y avoir un peu l'intuitu personnel, on va dire. C'est important, forcément. Ouais, c'est important. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas envie de vendre, quand les Carrel ont décidé de vendre leur société, ils n'avaient pas envie de vendre à un concurrent. Ils avaient envie d'une personne physique différente. Et moi, avec mon parcours de PME française, Annick Goutal dans le parfum, c'est des boutiques, c'est une histoire française aussi. Vous étiez déjà dans l'état d'esprit, je vais entreprendre, je vais racheter une société, ou c'est venu comme ça et vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Alors moi, j'avais effectivement depuis longtemps envie de reprendre une société. Pas forcément celle-là, mais en l'occurrence, une partie de ma famille marseillaise est dans la chaussure. D'accord. Donc c'est vrai aussi que la chaussure me parle, parce que j'ai un oncle qui s'appelle François Villon, qui était vraiment à une époque, dans les années 60-70, un grand de la mode de la chaussure, comme Kélian, etc. Qui a notamment inventé les sabots et les cuissardes. Catherine Deneuve a porté des cuissardes, François Villon. Donc c'est vrai que pour moi, ça me parlait comme produit. Et plus la sympathie que j'ai eue avec ce coup de cœur qu'on a eu tous ensemble avec la famille Carrel. D'ailleurs, Monsieur Carrel est encore vivant. J'ai gardé dans les équipes la petite fille de Georges Carrel qui s'occupe avec moi d'une partie des collections, notamment les iconiques. D'accord.
Donc c'est vrai qu'il y a un gardien du temple qui s'appelle Émilie Carrel dans la société. Donc tout ça est quand même resté assez familial et j'y tiens beaucoup parce que c'est comme ça qu'on construit dans le temps. Et le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de suivre ce chemin, c'est-à-dire de reprendre une entreprise qu'il n'a pas forcément fondée? Alors, il faut vraiment avoir des affinités malgré tout avec le produit. Il ne faut pas que ça soit trop gros si c'est la première fois. Il faut avoir des bonnes équipes, bien s'entourer, c'est très important. On ne sait pas tout faire, il faut le savoir. Nous, on n'a pas la production, c'est un point important. Oui, c'est sous-traité en Italie. En Italie, et donc on a la création et la commercialisation. C'est déjà très important. Et puis il faut pouvoir acheter, financer. Alors, il faut pouvoir racheter, il faut pouvoir financer. Nous, on a été aidés au démarrage par un fonds d'investissement qui s'appelle 1, 2, 3 Ventures. Olivier Goua voilà, et Xavier Antonioz. Exactement. Donc, j'ai passé un grand oral. C'était assez rigolo, d'ailleurs, cette façon dont ils choisissent leur cible. Et ils ont investi en minoritaire avec, à côté de moi, où moi, j'avais un pôle de Friends and Family. Et vous avez vendu votre appart même. J'ai mouillé, ouais. Il faut y aller à fond quand on décide de franchir le Rubicon. Non, mais c'est vrai qu'il faut... c'est un peu une façon aussi de se dire, j'ai pas le choix, il faut y aller, on remonte les manches à fond. Et puis ça donne aussi à nos partenaires une indication qu'on va être impliqué jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est important. Très important. Bon, on va voir justement comment est-ce que, depuis cette reprise, maintenant, vous transformez et développez cette société. Ça fait combien de temps maintenant? 14 ans à peu près? Moins que ça, 10 ans. C'est déjà pas mal. Oui, c'est beaucoup. J'ai pas vu le temps passer, mais c'est vrai que... Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous êtes arrivé aux commandes et maintenant? Alors, je dirais que c'était une entreprise pratiquement à 99,9 française. Il y avait un très large catalogue de produits et de modèles qu'il fallait vraiment rationaliser. On était passé un petit peu dans les oubliettes parce que c'était une marque qui avait été très connue dans les années 60-70 avec toutes les années Palace, les années du prêt-à-porter. On a fait énormément de collections de chaussures pour Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld a dessiné des modèles pour nous. Donc on a été très associés à cette époque, la très belle époque du prêt-à-porter français. Mais quand vous reprenez la société, ça va moins bien? C'est un peu en perte de vitesse? Alors, pour relancer la dynamique? C'était pas... disons que la société était moins... travaillait ses classiques, mais avait perdu un peu son côté mode. Ça ronronnait. Si vous voulez. Une belle endormie, allez, on va être gentil. C'était une belle endormie, mais avec des très beaux assets. Et notamment... actifs. Et donc vous arrivez avec votre expérience de plus grande société et vous dites, tiens, il faut peut-être dynamiser certains pans, rationaliser la gamme, lancer des nouveaux produits, comment investir dans le marketing, je ne sais pas. Oui. Alors moi, j'avais effectivement une vision plutôt marketing, puisque c'est ma formation, et ensuite, puis c'est très amusant. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes de marketing, par exemple? On a mis à plat tous les modèles, et on a regardé qui est-ce qui pouvait être une pépite à complètement retravailler, à dynamiser, et qui pourrait peut-être être aussi sexy de Los Angeles à Shanghai, et représenter un petit peu de Paris, au pied des femmes. Et c'est ce qu'on a travaillé avec ce modèle qui s'appelle le Kina. Alors, est-ce qu'on va le voir? Vous pouvez le prendre dans la main si vous voulez pour le présenter. Voilà. Alors, c'est un modèle à 3 brides avec la particularité d'être ce talon trotteur, c'est-à-dire c'est un talon qui mesure entre 4 et 5 cm, c'est très précis. Donc, comme son nom l'indique, on peut faire plein de choses avec, on peut trotter avec. C'est un talon, ce qu'on appelle on peut faire des kilomètres avec, donc. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Carrel, on dit qu'on est au pied des femmes et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on vraiment participe à la vie des femmes et de tout ce qu'elles ont à faire dans une journée, tout en restant élégantes et surtout en étant hyper confort, très agréable. Et donc ça se vend dans le monde entier. C'est un peu l'image du Paris tel qu'on le voit dans les films romantiques
Alors, les films romantiques comme celui de Netflix, Emily in Paris, par exemple. Oui, on va en parler parce que vous allez nous raconter l'histoire de ce sac. Mais en fait, ça séduit les Chinoises comme les Américaines et les Françaises. C'est un modèle vraiment transcontinental. Complètement. Les Chinoises l'adorent en rouge, en blanc, en doré. Elles se marient avec ce modèle. Vous savez que le Made in Paris, elles pensent que c'est Made in Paris, même s'il y a une partie de notre production qui est en France, mais celui-là est fait en Italie. Et elles adorent... En tout cas, il y a un look Paris, c'est ça. Exactement, avec ce côté français chic, mais aussi décontracté, mal coiffé. La française, elle est un petit peu comme ça. D'ailleurs, on peut bouger les brides, on peut les twister, on peut rajouter des petites choses dessus. Donc, il est personnalisable. Donc, qu'est-ce qui fait que ça plaît dans le monde entier, en fait, à l'américaine comme à la chinoise? Je pense qu'elles ont l'impression d'avoir un petit morceau de Paris au pied. D'accord. Il y a une histoire de art de vivre à la française avec ce talon qui est... Chanel le fait aussi, mais ce n'est pas un talon si facile. Il y a des talons aiguilles, etc. Là, c'est... Et les Françaises, du coup, ça marche aussi? Les Françaises l'adorent aussi. Continuent à le porter. Les Françaises l'adorent aussi, d'autant qu'on l'a décliné. On a fait une famille autour de ce baby, puisque ça s'appelle un baby en français. Parce que ça vient d'un modèle, en fait, que les petites filles ont peut-être ont beaucoup eu dans les années 60. Exactement, avec la petite bride. D'accord. Évidemment... J'espère qu'on l'a un peu twisté pour les plus grandes. Pour les plus grandes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un soulier qui finalement parle au côté un peu enfant de chaque femme, tout en étant quand même très élégant parce que ce vernis, il est toujours neuf, il est toujours pimpant. Il est de toutes les couleurs. On a une quinzaine de couleurs différentes, on a des nuances chaque année. C'est le best-seller chez Carrel. On l'a même fait en vegan. En vegan. Alors, on va parler de ce sac-là aussi que vous pouvez nous présenter, hein, ce sac dit Scooby-Doo et qui va être diffusé dans la saison 2 d'Emily in Paris. On parlait de, justement, ces produits. Prenez-le pour le montrer. Alors nous, on a un héritage, comme vous le voyez, très coloré, très pop. C'est les années 60, 70s, très 70s. Donc là, on a refait à partir d'une technique un peu ancienne qui s'appelle le Scooby-Doo, où il faut tresser des petits morceaux de plastique ensemble et ça fait une espèce de côté twisté. Et du coup, on a repris une partie du logo de Carrel, d'ailleurs, qui est ce logo, ce canage des chaises bistrot parisiennes, que vous retrouvez là de façon un peu subliminale. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce sac, c'est qu'avant d'être porté par Emily in Paris, dans la saison 2... Comment c'est né, ça? C'est du placement produit? Vous avez appelé Emily pour qu'elle le sélectionne? Eh bien, en fait, sa styliste nous a appelés. Elle l'avait repéré? Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'elle aura aussi des chaussures Carrel au pied. Mais en attendant, elle a craqué pour ce sac et elle le porte tout de suite avant la saison 2 qui sera qu'en septembre. D'accord. Donc, et c'est exactement ce sac-là. Donc ça, j'imagine, pour vous, en termes d'image et de pub, c'est fantastique. Être avec une série comme ça, Netflix, qui va le diffuser dans le monde entier, vous allez en vendre des centaines de... Ça nous fait très plaisir. Alors, ça nous fait très plaisir à 2 titres. D'abord parce que c'est vrai que c'est agréable d'être au goût du jour, d'être demandé par des Américaines de 20 ans comme des Chinoises plus âgées. Donc vous avez réussi votre pari, redynamiser finalement cette marque. On a réussi ce pari-là. Et en plus de ça, avec ce sac, ça fait travailler un collectif de femmes en Inde, dans le sud du Kerala. Il faut nous raconter comment il est fabriqué. Oui, parce qu'en fait, notamment pendant le Covid, on a réussi à faire travailler tout un groupe de femmes qui n'avaient plus rien à faire parce qu'elles devaient rester chez elles. Et encore maintenant, aujourd'hui d'ailleurs. On parle de femmes indiennes. Hein. On parle de femmes indiennes du sud du Kerala et qui, en plus de ça, ont la particularité d'être veuves, c'est-à-dire qu'elles ont plus d'hommes. Et c'est très compliqué en Inde de n'être pas dans un statut de femme mariée. Vous êtes même parfois proscrit de votre propre famille. Et donc, on est très heureux d'avoir pu leur procurer un travail pendant cette période très difficile. Et elles sont... Et c'est elles qui ont eu l'idée d'ailleurs de ces sacs Scooby-Doo? Oui, parce que c'est une technique que les Indiennes font après le soir. Normalement, ça, c'est des agricultrices en fait. Et après le soir,
elles tissent ou elles font du travail avec leurs mains pour pouvoir vendre quelques objets en plus du travail des champs. Et là, en l'occurrence, elles m'ont proposé de faire ce sac. On a travaillé ensemble, on leur a envoyé des motifs. Mais il se trouve que le résultat est assez sympa. On l'a dans une dizaine de couleurs différentes. Bon, c'est une belle histoire aussi. Hein, oui, c'est une très très jolie histoire. Et nous, on aime. Indiennes. Oui. On est très heureuse d'avoir aidé ces femmes. À la mode et de façon colorée. On va finir par la dernière séquence, celle qui vous est consacrée, Frédéric, pour comprendre un petit peu les ressorts de cette aventure entrepreneuriale. Après 10 ans, c'est le moment de tirer quelques enseignements. Est-ce que finalement, vous vous dites, j'ai bien fait de reprendre cette société ou j'aurais mieux fait de continuer chez L'Oréal ou Annick Goutal ? Alors, pas une seconde, je regrette. Autant j'ai adoré ces entreprises. L'Oréal, extraordinaire expérience que je recommande à tous les jeunes aujourd'hui. Merveilleuse formation. Et puis une entreprise où il y a des gens de talent exceptionnels. Annick Goutal aussi, j'étais extrêmement heureuse. Mais aujourd'hui, j'avoue que chaque jour est un moment vraiment où je me lève avec un grand bonheur. Et qu'est-ce que vous chérissez le plus finalement, cette liberté, cette capacité d'être aux manettes ? Ou autre chose ? Ce que je chéris le plus, je dirais que c'est faire travailler des équipes très différentes. On a une dizaine de nationalités en plus, même si on est tout petit. On a une dizaine de nationalités. D'ailleurs, j'ai une Célanaise avec laquelle on travaillait en tamoul, en langage tamoul pour approcher ces femmes. Donc, c'est très intéressant. Et on a vraiment une diversité, une polyphonie, j'allais dire, chez Carrel, qui est assez amusante, parce qu'on est quand même une marque patrimoniale française, comme je disais. Et aujourd'hui, on a des équipes qui sont majoritairement... L'âge moyen de Carrel, c'est 28 ans. Donc moi, je suis la plus vieille. Et tout ça est quand même très amusant à animer. On a un studio de création qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est ça, c'est la création, la créativité, cette dynamique, cette petite ruche finalement. Oui, moi je dirais que c'est ça, c'est vraiment les hommes, les femmes, tous ces talents à animer. Et puis effectivement, vous l'avez souligné, c'était quand même une belle endormie, très belle, mais un peu endormie, et qu'on a réveillée. Et tous les jours, on voit des choses incroyables se passer. On a une actrice comme Maisie Williams, qui est une des actrices de Game of Thrones, qui nous a écrit pour faire une collab avec nous, qui va sortir en septembre. Décidément, c'est une marque hollywoodienne maintenant. C'est une marque qui plaît beaucoup à Los Angeles. On a la fille de Steven Spielberg, qui s'appelle Sacha, qui nous a aussi écrit sur Instagram, parce qu'on est très présent sur Instagram. D'accord. Et donc ça, c'est les bons côtés. Il y a aussi des difficultés quand on est... entrepreneur. Oh, mais ça, c'est moi. Je le fais le moins possible partager aux équipes. Ouais. C'est vrai que ces derniers mois ont été quand même compliqués. Il a fallu accélérer cette transformation digitale, aligner les productions, aligner toute la logistique. Donc ça, c'est vrai que le problème des loyers, c'est vrai qu'on a un certain nombre de problèmes quand on est entrepreneur. Mais c'est le rôle du chef d'entreprise, justement, de les encaisser et de laisser les équipes Je pense, travailler. Parce qu'on a énormément besoin, au contraire, dans ces périodes difficiles, que la créativité soit au rendez-vous, que les équipes ne soient pas toute la journée polluées par ces problèmes de Covid, etc., et qu'elles créent les produits de demain. L'émission s'appelle Business Models parce qu'on s'intéresse un peu comme dans la mode au top modèle en termes de business. Est-ce qu'il y a des figures qui vous inspirent ou auxquelles vous aimez vous référer ? Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui de APC. C'est un business model qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un business model intemporel, où les notions de recyclage, etc., étaient déjà là depuis longtemps. Et en même temps, avec toujours une petite pointe de mode, de créativité, d'invention, qui fait d'ailleurs que cette entreprise est toujours là. Et elle est toujours chérie. Mes enfants, par exemple, adorent s'habiller en jean APC. D'accord. Donc voilà, ça, j'aimerais beaucoup que Carrel suive cette évolution-là, c'est-à-dire à la fois rester vraiment dans le cœur et le souvenir, pas que le souvenir, mais effectivement l'envie d'être transmis d'une génération à l'autre,
ça me paraît fondamental d'avoir cette espèce de filiation des produits et que ce soit des produits qui aient une âme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des équipes derrière et ça se sent. En tout cas chez APC, j'espère chez Carrel aussi. Il y a des gens derrière, il y a des hommes, des femmes qui créent. Et je trouve que c'est le plus important, c'est ça, c'est l'humain. Et votre rêve, alors, pour finir, cette dernière question, comment est-ce que vous projetez Carrel dans les 10 prochaines années, puisqu'on a vu les 10 années passées? L'international, on n'est encore qu'au début, même si on fait un chiffre vraiment... on a pratiquement fait 10 fois. En une année, on a multiplié par 10 notre chiffre en Chine. Donc c'est vraiment, on a beaucoup d'espoir pour que ça devienne une zone, toute l'Asie devienne une zone très importante pour nous. Ça, c'est un super projet. Ensuite, les États-Unis. Les États-Unis, c'est une nouvelle frontière où, effectivement, entre Los Angeles et New York, on commence vraiment à avoir des femmes addictes. Et ça nous amuse beaucoup. Et donc l'international, c'est sûr, la digitalisation, c'est sûr, et en même temps, tout cet aspect création où on est reparti sur des sacs. Alors là, on a un sac Scooby-Doo, mais on fait des sacs en cuir ou vegan, avec toute cette notion d'alternative qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est un sujet qui touche la jeune génération. Absolument. Donc encore plein de projets pour trotter en Carrel. Vous allez pouvoir emmener cette entreprise le plus loin possible. Merci beaucoup Frédérique de nous avoir partagé cette belle aventure. Thomas, merci beaucoup. Et puis viendra peut-être nous raconter dans quelques temps la suite de Carrel, cette société que vous avez reprise. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.